Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Deuil national au Mali après les attaques simultanées dans la région de Gao. Ces offensives imputées aux djihadistes ont causé la mort d'au moins 51 civils. Un bilan auquel s'ajoutent également des dommages matériels. L'accélération de la campagne de vaccination, une des priorités du gouvernement algérien. Le sujet était à l'ordre du jour lors d'un conseil des ministres le 8 août, réunion durant laquelle le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune a insisté sur la mise en service de l'usine de production locale du vaccin Sinovac. Et puis le Bénin, vainqueur de la 4e édition du championnat d'Afrique de roller. Le pays d'Afrique de l'Ouest conserve son titre pour la 4e fois consécutive. Les détails à suivre dans ce journal. Le Mali, de nouveau le théâtre d'une attaque meurtrière. Au moins 51 civils sont morts lors d'offensives simultanées perpétrées le 8 août par des djihadistes présumés. Les assaillants venus à moto ont pris pour cible plusieurs localités de la région de Gao, située au nord-est du pays. Plus de précisions dans ce sujet de la rédaction. Au Mali, la région de Gao a été le théâtre d'une nouvelle attaque djihadiste qui a coûté la vie à une 50aine de civils. L'attaque a eu lieu dans la nuit du dimanche 8 août. Les localités ciblées, Karou, Ouattaguna et Daoutegeft, sont situées sur un axe au nord à la frontière nigérienne. Des maisons ont également été saccagées et incendiées et du bétail emporté. Cette attaque n'a pas été officiellement revendiquée, mais le mode opératoire déjà de cette attaque nous fait penser déjà à l'État islamique dans le Sahel. Il est donc important aujourd'hui pour les autorités, notamment des États du Sahel, qui sont confrontés à la menace djihadiste, de pouvoir renforcer notamment le renseignement. Si nous optons notamment dans le cadre d'une approche préventive, nous pouvons alors notamment empêcher tous ces massacres de ces vies innocentes en tant que telles. Par ailleurs, il va falloir améliorer notamment la lutte contre la radicalisation, car il ne peut pas avoir réellement une stratégie stable tant que ces régions baignent notamment dans la pauvreté. Selon un responsable de l'armée malienne, un détachement militaire a été dépêché sur place pour porter secours aux populations victimes de l'attaque. Notons que la région de Gao, comme une partie du nord du Mali, a été largement coupée des réseaux ces derniers jours à cause d'attaques attribuées aux djihadistes contre les infrastructures de télécommunications. À travers ce mode opératoire, nous constatons qu'en réalité, ces groupuscules terroristes sont des bandes transfrontalières qui sont des part et d'autre de la frontière entre le Mali et le Burkina, entre le Mali et le Niger. Et il est donc important aujourd'hui pour les différents États du G5 Sahel de revoir l'architecture de coopération militaire en termes de renseignement. Car nous avons un vieux modèle de coopération basé sur une architecture juridique qui date du début des années 60. Comment comprendre alors que ces États du G5 Sahel ont une coopération militaire renforcée avec la France, alors qu'entre États voisins, on ne se parle même pas, on coopère moins, on échange moins de renseignements. Donc voilà autant de leçons qu'il va falloir tirer de ces attaques et de ces barbaries qui malheureusement emportent des vies innocentes dans une zone de plus en plus contrariée par la pauvreté. Rappelons que malgré la présence des forces onusiennes, françaises et étrangères, le Mali est victime d'attaques terroristes depuis 2012. Notons que le même jour, au Burkina Faso voisin, 12 soldats burkinabés ont été tués dans une embuscade. Des attaques qui ont aussitôt fait réagir le président de transition Assimi Goïta. En hommage aux victimes, l'homme fort du Mali a décrété sur les réseaux sociaux un deuil national de 72 heures. Dans ce même message, il a également condamné avec la plus grande fermeté ces offensives qu'il qualifie d'actes ignobles. En vue de rassurer la population, le colonel Assimi Goïta a par ailleurs indiqué que les forces armées maliennes travaillent d'arrache-pied pour, je cite, rechercher et neutraliser les auteurs de cette barbarie. Si les raisons de cet incident demeurent encore floues, certaines sources sécuritaires évoquent des représailles en lien avec l'arrestation de plusieurs cadres djihadistes. C'est un des secteurs clés du développement économique. En Zambie, l'agriculture emploie 61% de la population active. L'agriculture, c'est aussi l'un des arguments de campagne du candidat à la présidentielle, Hakainde Hichilema, et c'est en vue de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Les précisions de Joël Ballot. L'agriculture fait partie des priorités affichées du gouvernement zambien qui exprime sa volonté de développer le secteur pour créer des emplois et réduire la pauvreté. À quelques jours de l'élection présidentielle prévue le 12 août 2021, Hakainde Hichilema, principal opposant du président zambien Lungu, axe son action sur l'autonomisation des jeunes dans le secteur agricole.
Il y a des personnes qui ne sont pas en mesure de trouver un emploi parce qu'il n'en existe pas de nos jours. Dans ce cas, l'agriculture devient essentielle au plan économique. De là, un jeune peut obtenir un emploi, un crédit qui lui permettra d'acquérir une parcelle de terrain et de se développer. Entre 2019 et 2020, la production de maïs a atteint le record de 3,4 millions de tonnes. Il faut dire qu'en raison de son importance socio-économique, cette culture est pratiquée par 80% des ménages. Aujourd'hui, face à cette dépendance, les efforts se multiplient pour valoriser de nouvelles filières porteuses. Il convient de rappeler que la Zambie dispose d'un important potentiel agricole en termes de superficie, de terres fertiles et de ressources en eau, malheureusement faiblement exploitées. Alors, si l'on voudrait que l'agriculture soit ce secteur générateur de richesses et créateur d'emplois décents, il serait utile de poursuivre de manière générale les réformes engagées depuis quelques années, les concrétiser, accroître les investissements dans les infrastructures agricoles ainsi que dans les filières porteuses et de grande consommation, à l'instar du maïs, du riz, du soja, du manioc et de bien d'autres. En rappel, la production agricole représente un secteur de développement stratégique dans le cadre de la politique de diversification active menée par les autorités locales. Le secteur agricole contribue pour 9,1% au produit intérieur brut du pays et emploie 61% de la population active, soit 1 540 000 familles engagées dans une activité agricole. En Algérie, les autorités entendent accélérer la campagne de vaccination contre le coronavirus. C'est dans cette optique que le président Abdelmadjid Tebboune a insisté lors d'un conseil des ministres sur la mise en service de l'usine de production locale du vaccin Sinovac. La production devrait être effective à partir du mois de septembre. Marie-Raphaël Betolo. Le 8 août 2021, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a ordonné l'entrée en service de l'usine de production locale du vaccin sino-algérien. Cette opération, selon des autorités, permettra de fournir suffisamment de vaccins pour immuniser les populations contre le virus de Covid-19. La mesure s'inscrit par ailleurs dans le cadre d'une coopération entre le groupe Saïdel et la société pharmaceutique chinoise Sinovac pour la production du vaccin anti-Covid-19 dans le pays. Avec 44 millions d'habitants, l'Algérie est comme la locomotive sur le plan démographique au Maghreb. Et donc, ces exigences en question de santé sont grandes. Il y a donc nécessité de multiplier les initiatives pour avoir le vaccin. Jusqu'ici, l'Algérie n'a pas encore réussi à vacciner 10% de la population. Or, il lui faut vacciner au moins 20 millions de sa population pour atteindre l'immunité collective. Vous voyez donc, il y a la nécessité d'avoir des bonnes doses de vaccins. L'usine de production de vaccins, donc la mise en service, est primordiale pour l'exécutif et dotée d'une capacité de production de 2 millions de doses de vaccins par mois. De l'avis des autorités, sa mise en service vient en renforcement des efforts consentis par le ministère de l'Industrie pharmaceutique pour assurer la production et la disponibilité du vaccin anti-Covid-19 dans le pays. Avec l'arrivée des techniciens chinois, nous voyons visiblement que l'Algérie, d'ici quelques mois, va produire au moins 2 vaccins qui sont déjà homologués par l'OMS. Et ça, c'est une bonne nouvelle dans la lutte contre la Covid. C'est une bonne nouvelle dans l'immunisation des Africains contre la Covid-19. Il faut que les autres pays africains emboîtent le pas à l'Algérie. D'après le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lofti Jamel Ben Bamed, le vaccin produit par Saïdal à Constantine reviendrait 45% moins cher qu'un vaccin importé actuellement. Rappelons que l'Algérie, tout comme la plupart des pays de l'Afrique du Nord, font actuellement face au très contagieux variant Delta. Les pays de la région représentent par ailleurs plus de 80% des nouveaux décès enregistrés de Covid-19. L'actualité, c'est aussi l'apparition du virus de Marburg en Guinée. Une information confirmée par les autorités ce lundi. Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est la première fois qu'une infection à ce virus est détectée en Afrique de l'Ouest. Le premier cas a été identifié dans un village de la préfecture de Guet-Kédou, situé au sud du pays. Il s'agit d'un homme décédé le 2 août dernier selon l'OMS.
Face à cette situation, le village en question a été placé en quarantaine. Selon le gouvernement, 155 cas contacts ont été identifiés. Considérée comme très dangereuse, la maladie due au virus de Marburg provoque chez l'homme une fièvre hémorragique. Pour l'heure, l'OMS estime que la menace est élevée au niveau national et régional, mais faible à l'échelle internationale. La Banque africaine de développement au chevet du marché commun de l'Afrique orientale et australe et de la communauté de développement d'Afrique australe, le conseil d'administration de l'institution a validé des subventions d'un montant de 2,5 millions de dollars. Des subventions accordées en vue d'assurer l'harmonisation de la réglementation des marchés de l'électricité au sein de ces deux organisations. Corinne Kamzefem. La Banque africaine de développement, à travers son fonds, met à disposition des communautés de l'Afrique australe et orientale 2,5 millions de dollars pour soutenir l'harmonisation des réglementations des marchés d'électricité. Ces fonds vont financer une assistance technique pour promouvoir le développement et l'adoption de principes de réglementation régionale de l'électricité, renforcer la capacité de surveillance des performances des services publics dans la région, effectuer une analyse transfrontalière des tarifs de l'électricité et développer un système de gestion de base de données centralisées dans les deux blocs. Ces projets contribueront à garantir que les exigences en matière d'infrastructures immatérielles pour le développement d'un marché régional de l'électricité soient prises en compte pour compléter les investissements dans les infrastructures matérielles que la banque et d'autres partenaires de développement réalisent dans la région. Malgré le potentiel énergétique reconnu aux deux régions, celles-ci restent confrontées à des infrastructures inadéquates, des tarifs d'électricité non compétitifs et une dépendance excessive aux sources de combustibles traditionnels telles que le bois et le charbon. Le vaste potentiel en eau, biomasse, énergie solaire et éolienne des pays d'Afrique australe n'a pas réussi à réduire leur dépendance excessive vis-à-vis du charbon et de l'hydroélectricité. Aujourd'hui, tout le monde sait que le marché africain va devenir un marché unique. Et entre autres marchés uniques qu'on va devoir avoir, c'est le marché de l'énergie parce que celle-ci est le moteur de l'économie. Et donc, il est important qu'il y ait une harmonisation des droits relatifs à la gestion de l'économie. On a des pays comme la République démocratique du Congo qui a libéralisé complètement le secteur, mais il y a des pays qui ne l'ont pas encore fait. Et c'est donc dans ce cadre-là que la BAD fournit ses financements pour stimuler l'accélération de la mise à niveau de la réglementation pour que les pays soient en mesure de parler un langage commun et interchanger de manière tout à fait fluide. Les deux projets s'alignent sur trois des priorités stratégiques High Five du groupe de la banque, Light Up and Power Africa, intégrer l'Afrique et industrialiser l'Afrique. Les projets s'alignent également sur le cadre stratégique d'intégration régionale de la banque 2018-2025 et le document de stratégie d'intégration régionale de l'Afrique australe 2020-2026, en particulier le thème de la connectivité des infrastructures. Un mot de sport à présent avec le championnat d'Afrique de roller. Pour la 4e fois consécutive, le Bénin conserve son titre de champion. Le pays d'Afrique de l'Ouest est parvenu à s'imposer en remportant le plus grand nombre de médailles. Retour sur les temps forts de cette compétition avec notre correspondant Lefty Onou. L'équipe nationale du Bénin de roller sport conserve son titre de champion d'Afrique de roller en speed skating et en inline freestyle. Pour la 4e fois consécutive, elle a remporté samedi 7 août 2021 le plus grand nombre d'épreuves et de médailles dans le cadre des compétitions continentales, à l'occasion notamment de la 4e édition de cette discipline. Je dois cette satisfaction au comité d'organisation, mais d'abord à Monsieur le Président de la République et au ministre des Sports, qui ont beaucoup contribué à ce que tienne cette manifestation à Cotonou. C'est vrai que de ma position de président de la Confédération, je suis un Africain, je ne suis pas béninois, mais c'est une fierté quand même qu'un pays comme le Bénin puisse sortir la tête encore de l'eau pour une 4e fois. Bravo. C'est une confirmation du travail qui se fait au plan national. Et donc je dis bravo à tous ceux-là qui entraînent l'équipe béninoise. Je dis félicitations à eux tous. Voilà. Le Bénin a obtenu au total plus d'une vingtaine de médailles en or dans les épreuves de sprint et de fond. Pour le compte de la 4e journée, l'équipe nationale a remporté 6 médailles en or au thème de 2 épreuves. Parmi les 13 nationalités représentées, les athlètes égyptiens et nigérians se sont tout de même également bien illustrés. On a tous fait de notre mieux, le track, il est nouveau et on n'a pas ça en Égypte.
Donc on n'était pas très habitué, mais l'équipe du Bénin a très bien joué. Et la compétition était très chaude. Jusqu'à maintenant, on a eu 38 médailles et plus. On a 5 athlètes, une fille, donc au nombre de 6. Oui, on a remporté, la fille en particulier a remporté 3 médailles déjà. Et un de nos seniors a apporté aussi une médaille en bronze. Ces championnats africains ont accueilli au total une centaine d'athlètes. Plusieurs observateurs ont félicité le dynamisme de la Fédération béninoise de roller, organisatrice de ces compétitions, dans un contexte de crise sanitaire. A noter que les performances des athlètes ont été relayées avec un chronométrage électronique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.